allons continuer les vidéos de procédure collective et nous sommes à la vidéo sur la période d'observation. Il y aura 2 vidéos sur la période d'observation. C'est la première sur cette notion importante, sur cette étape importante du droit des procédures collectives. Alors, commençons tout de suite. Pour cela, vous commencez à avoir l'habitude. J'aime bien faire une définition, une présentation et voir les choses en bref pour essayer de voir où nous allons. Alors, il faudra voir les articles L621-4 et L631-9. Le premier pour la sauvegarde, le deuxième pour les redressements. Attention, ces articles font très souvent un renvoi l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on étudie ça ensemble, c'est qu'en fait, il y a parfois quelques petites différences, mais la période d'observation, en fait, se passe à peu près de la même façon, on porte à peu près les mêmes effets, que ça soit dans la sauvegarde ou dans le redressement, ce sont des procédures collectives judiciaires, donc on les apprend ensemble. Redressement sauvegarde ouvre une période d'observation. Malgré leur différence fondamentale, la sauvegarde se demande en l'absence d'état de cessation des paiements. Le redressement signifie qu'on est en état de cessation des paiements et peut être demandé par d'autres gens. Et bien en fait, elles engendrent la même chose, une période d'observation. Avant juste de lire tout ça, là, tout ce que je vous ai noté, qu'est-ce qu'une période d'observation ? Moi, j'ai tendance à dire qu'une tendance d'observation, c'est une façon un petit peu de figer un peu les choses et de souffler. C'est-à-dire, votre tribunal a décidé, parce que vous avez rempli les conditions, et voilà, il y a eu un jugement, on a ouvert la procédure collective, soit la sauvegarde, soit le redressement. A priori, soit vous êtes en état de cessation des paiements dans le redressement, soit vous avez des difficultés graves, insurmontables tout seul, dans la sauvegarde. Et pour ça, la période d'observation, en fait, sert à faire un bilan. Pendant toute la période d'observation, en fait, on va observer ce qui se passe. On va observer ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que ça a été si mal à un moment? Pour ça, on a besoin de différentes choses. Pour ça, on a besoin de figer un peu certaines choses. On sait que vous n'avez pas réussi à payer certaines créances ou en tout cas que dans la sauvegarde, vraiment ça devient très très difficile. Et bien dans ce cas-là, on va arrêter de payer les créanciers antérieurs, on va interdire les poursuites. En fait, d'une certaine façon, ça peut être une forme de havre de paix pour le débiteur, momentané, hein, mais pendant cette période d'observation, on va l'alléger de plein de choses pour observer en fait comment ça fonctionne pour observer comment ça fonctionne au quotidien, une fois déchargé de ça, et comment on peut redresser la barre ou comment on peut sauvegarder. Parce que l'objectif et du redressement et la sauvegarde, c'est d'aboutir à des plans de sauvegarde ou des plans de redressement. Donc, le jugement d'ouverture d'une sauvegarde judiciaire ou d'un redressement entraîne cette période d'observation qui dure 6 mois et qui est renouvelable 2 fois maximum. Vous verrez une première fois renouvelable, la deuxième renouvelable vraiment très exceptionnellement. Vous verrez à l'article L621-3. Donc, maximum 18 mois, vraiment le maximum. Ce jugement d'ouverture va désigner un juge commissaire qui va être en charge de vérifier ce qui se passe pendant la période d'observation, va aussi désigner un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire. Alors, l'administrateur judiciaire n'est nécessaire, il peut être nommé, mais il ne sera obligatoire que pour les débiteurs ayant plus de 20 salariés et plus de 3 millions de chiffre d'affaires hors taxe. Pour les autres, la désignation d'un administrateur judiciaire n'est pas nécessaire, on pourra n'avoir par exemple qu'un juge commissaire et un mandataire. Alors, le jugement d'ouverture est notifié au débiteur, il va être publié dans les 15 jours. C'est normal, hein, parce qu'on va voir que la période d'observation a des conséquences lourdes sur les tiers et sur les créanciers en tout cas, donc on va informer les gens. Le jugement d'ouverture a aussi pour effet d'entraîner un inventaire des biens que vous avez, un inventaire de votre patrimoine. Alors, ça ne se passe pas exactement de la même façon dans le redressement et dans la sauvegarde. Dans la redressement, ça va avec ce qu'on appelle la prisée, c'est-à-dire l'évaluation concrète. Dans la sauvegarde, il n'y a pas de prisée forcément. Mais vous irez voir aux articles L622-6 et L631-9. Pour être bref, en fait, cet inventaire, c'est tout simplement, puisque j'ai dit que la période d'observation servait un peu à faire le bilan. Vous avez compris, hein, le premier bilan, ça va consister à regarder quels sont vos biens, de la même façon qu'on va regarder quelles sont vos dettes. Donc, on fait un inventaire. Durant cette période d'observation, il va y avoir une règle absolue qui est le gel du passif. Qu'est-ce que ça veut dire, le gel du passif? Ça veut dire que les créanciers antérieurs, qui étaient vos créanciers avant le jugement d'ouverture, ne vont pas pouvoir vous poursuivre.
il va y avoir une interdiction des paiements. Vous ne pouvez pas payer ces créanciers antérieurs, c'est-à-dire quand bien même vous le voudriez. C'est un peu 1, 2, 3 soleil, vous savez, ce jeu où on s'arrête tous, et ben c'est 1, 2, 3 soleil, on s'arrête pour les créanciers antérieurs, on observe, on compte un peu ce qu'il y a dans le patrimoine, on fait un bilan, on regarde, on observe ce qui se passe pour essayer d'obtenir un plan de sauvegarde et un plan de redressement selon la situation dans laquelle on est. Alors, néanmoins, attention, j'ai dit 1, 2, 3 soleil, on fige, mais on ne va pas tout figer. L'idée, c'est ce qu'on voit dans ce grand 2, c'est que la période d'observation est une période qui va avec une poursuite de l'activité. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Enfin, on ne va pas vous aider si on arrête l'activité. Donc, forcément, la première règle à voir, c'est que l'activité est poursuivie durant la période d'observation. Quand je dis ça comme ça veut dire que ça soit dans la sauvegarde ou dans le redressement. C'est la même chose quand je ne distingue pas. Donc, on poursuit l'activité, ça veut dire qu'on va continuer à faire tourner l'entreprise, à faire tourner la boîte, encore heureux, sinon ça va encore plus la couler. On va continuer à essayer de faire marcher l'activité. Quels vont donc être les effets de cette poursuite d'activité sur le débiteur? Parce que si l'activité se poursuit, alors là, je distingue entre la sauvegarde et le redressement. Dans la sauvegarde, en toute logique, vous vous souvenez, dans la sauvegarde, le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements. Il n'est pas dessaisi de sa gestion. Il reste maître un peu en la demeure. C'est logique. Pour l'instant, à part éprouver des difficultés insurmontables seul, il n'est pas en état de cessation des paiements. Il peut encore payer toutes ses dettes, tout son passif exigible. Donc là, dans ce cas-là, l'administrateur va simplement avoir une mission de surveillance. Il va aider, mais ça va être de la surveillance simple. Le débiteur n'est pas dessaisi. En revanche, dans le redressement, je vous rappelle, dans le redressement, on est en état de cessation des paiements, nécessairement, sinon on n'est pas en redressement. L'administrateur va assister véritablement le débiteur pour les actes de gestion. Bon, il y a une petite exception, les actes de gestion courante, le débiteur va pouvoir les passer tout seul, mais pour les autres, il va y avoir une administration de l'entreprise possible par l'administrateur, il va véritablement assister le débiteur, il va y avoir des actes de gestion qu'il va faire lui, il va y avoir cette co-signature parfois, enfin bref, le débiteur n'est plus maître tout seul et il ne fait plus ce qu'il veut, comme il veut. Cette poursuite de l'activité et cette ouverture de période d'observation va quand même avoir des effets. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire qu'on a une poursuite de l'activité, c'est un peu le principe, mais comment ça se passe concrètement? Alors, pour assurer la poursuite de l'activité, l'une des règles essentielles prévues à l'article L622-13, auquel renvoie l'article L631-14 pour le redressement, vous commencez à avoir l'habitude, là vous voyez en PowerPoint, le L622-13, c'est les articles sur la sauvegarde, et dès qu'on est dans les 31, c'est le redressement. Donc, par principe, les contrats en cours sont continués. C'est logique. Si je dis que je veux poursuivre l'activité, je ne peux pas interrompre tous mes contrats. C'est quoi les contrats en cours? Les contrats en cours, c'est des contrats qui sont en cours d'exécution au moment où on ouvre la procédure de sauvegarde ou la procédure de redressement. Ce sont des contrats dont la résolution ou la résiliation n'a pas encore été acquise au moment de l'ouverture du jugement. Ça peut être des contrats à exécution successive, ça peut être des contrats non pas exécution successive, mais dont la prestation caractéristique n'a pas encore été livrée. Donc, en fait, des contrats qui font qu'on fait tourner un peu les choses. Alors, attention, on exclut du régime des contrats en cours les contrats de travail et les contrats de fiducie qui suivent un autre régime. Mais donc, le contrat en cours, par principe, continue à être exécuté. Ça veut dire que votre co-contractant, c'est ça ce que ça veut dire. Votre co-contractant ne peut pas prétexter de l'ouverture d'un redressement ou d'une sauvegarde pour dire « Ouh là là, moi je romps le contrat, résolution ou résiliation, j'arrête le contrat ». Eh bien, il ne peut pas. Vous allez lui dire « T'es tenu, t'as pas le choix, tu continues, t'es légalement tenu, tu n'as pas le droit ». Et aucune clause qui prévoirait l'inverse ne serait valable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre dans votre contrat « Si l'un d'entre nous venait à être en redressement judiciaire, le contrat serait de plein droit résilié ». Vous savez, ces petites clause, elle n'est pas valable, donc vous ne pouvez pas. Si vous êtes embarqué avec un co-contractant avec celui-ci et tout à coup en procédure collective judiciaire, vous serez dans un contrat en cours et la simple ouverture de la période d'observation n'entraîne pas la fin du contrat en cours. Alors, quel est le régime qui va être rattaché à ces contrats
en cours, ils sont essentiels, hein, vous comprenez, pour la vie de l'entreprise. Imaginez le contrat de fourniture, le contrat, je sais pas moi, de location de la photocopieuse que vous avez dans votre bureau, le contrat de distribution, tous ces contrats qui font que votre activité tourne en fait. Encore heureux qu'ils ne s'arrêtent pas dès que on est en jugement d'ouverture, sinon c'est condamner l'entreprise. Hein. Si dès qu'il y a une sauvegarde dans le redressement qui s'arrête, ça sert à rien d'essayer d'observer si on arrête les contrats. Donc c'est pour ça qu'ils sont continués par principe. Alors comment ça se passe concrètement ? Concrètement, en fait, c'est l'administrateur qui a été désigné qui va disposer d'une option. Alors, l'administrateur, si on n'a pas le débiteur avec accord du mandataire, ils vont avoir une option pour soit demander la poursuite du contrat. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas automatiquement, mais eux, ils peuvent demander la poursuite du contrat. Dans ce cas-là, il va se passer quelque chose d'assez étrange et dérogatoire au droit commun. Dans ce cas-là, le débiteur devra payer toutes les prestations qui seront accomplies à la suite de ce contrat à partir du jugement d'ouverture de la procédure collective. Mais toutes les prestations antérieures, non. Et imaginons que je n'ai pas payé les prestations antérieures, il est traditionnel que votre co-contractant, par exemple, vous oppose une exception d'inexécution, vous dise, bah attends, tu n'as pas exécuté les anciennes, paye-moi d'abord les anciennes échéances ou les anciennes fournitures avant que je continue à te fournir. Et non. Vous êtes en période d'observation, c'est un régime dérogatoire. Vous pouvez exiger la continuation d'un contrat en cours sans avoir à exécuter ce qu'il y avait avant. En revanche, vous devrez payer toutes les prestations fournies après le jugement d'ouverture. Autre option, l'administrateur ou le débiteur avec accord du mandataire peuvent demander au juge commissaire, non pas de continuer le contrat, mais l'inverse, de prononcer la résiliation du contrat. Vous allez donc demander au juge commissaire la résiliation du contrat, le juge commissaire va l'accorder, il va uniquement vérifier deux choses. Il va vérifier que cette résiliation du contrat en cours est nécessaire à la sauvegarde ou au redressement. Par exemple, on a un contrat, imaginons, je suis dans un bureau et j'ai une photocopieuse incroyable que je loue, hein, et une photocopieuse dernier cri. Peut-être qu'elle n'est pas nécessaire à mon activité et peut-être que l'administrateur pourrait juger que je la paye beaucoup trop cher et donc cette location est trop onéreuse, ne sert pas à l'activité et donc il est nécessaire pour la sauvegarde ou le redressement qu'on se débarrasse, quitte à prendre par exemple une photocopieuse moins importante et avec moins d'options par exemple. Deuxième chose que va vérifier le juge commissaire pour accepter de prononcer la résiliation du contrat en cours, il va vérifier si ça ne porte pas une atteinte de façon excessive aux intérêts de mon co-contractant à qui je vais imposer une résiliation. Alors, atteinte excessive, hein, vous avez compris que en soi ça porte une atteinte de lui imposer une résiliation, mais il faut que ça aille au-delà de cette simple conséquence fâcheuse pour lui. Alors, de son côté, le co-contractant va pouvoir, alors il ne peut pas imposer quoi que ce soit, il est obligé de subir un peu le choix et l'option de l'administrateur, mais en revanche, il va pouvoir mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur la continuation du contrat en cours. C'est-à-dire s'il ne sait rien, s'il n'est pas au courant, il va pouvoir adresser une mise en demeure à l'administrateur et lui dire, écoute, est-ce que tu veux continuer le contrat en cours ou est-ce qu'on l'arrête? J'ai besoin de savoir pour m'organiser. L'administrateur a 1 mois pour répondre, en principe, ça peut être un tout petit peu prolongé, mais il a 1 mois pour répondre. S'il ne répond pas, on considérera que le contrat est résilié de plein droit. C'est l'article L622-13, grand 3 du Code de commerce qui vous dit tout cela. Enfin, gardez à l'esprit que ce régime donc des contrats en cours, pas d'interruption par principe, pas de clause qui peut prévoir l'arrêt d'un contrat au jugement d'ouverture d'une procédure collective judiciaire. L'administrateur a une option, c'est lui qui décide de continuer ou d'arrêter. S'il demande la résiliation au juge commissaire, le juge commissaire va vérifier les 2 conditions précitées. Le co-contractant, lui, est un petit peu dans le talra, il ne peut pas faire grand-chose. Il est obligé de subir un peu le choix. La seule chose qu'il peut faire, s'il n'est toujours pas informé de ce qui va se passer, il peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer. Mais gardez à l'esprit une chose, c'est que ce régime des contrats en cours est prévu donc à l'article 622-13 et s'applique pour la sauvegarde et pour le redressement. Mais il y a un régime particulier en plus qui s'additionne à ce droit commun du contrat en cours, qui est prévu à l'article 622-14 et qui concerne les baux des immeubles, chaque mot compte, les contrats de baux d'immeubles
affecté à l'activité du débiteur. Là, il y a une protection un petit peu plus importante encore. Vous verrez sur les conditions et le régime de ce contrat en cours particulier. Ce n'est pas un contrat en cours comme les autres, c'est un contrat qui porte sur un immeuble très important, puisque c'est l'immeuble qui est affecté à l'activité. On en a donc besoin, ce qui fait qu'il y a quelques aménagements en plus des articles 622-13 que vous verrez tout seul. Voilà pour cette première vidéo sur la période d'observation et sur ses effets. Donc en gros, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que ça soit un redressement ou une sauvegarde, la période d'observation s'ouvre une fois qu'on a un jugement d'ouverture de la procédure collective. Cette période d'observation n'entraîne pas de dessaisissement des pouvoirs du débiteur dans le cas de la sauvegarde, mais en entraînant dans le cas du redressement. Cette période d'observation, par principe, va consister à faire un inventaire, à vérifier quels sont les biens du débiteur, et du coup, ça va entraîner à la fois un gel du passif et une continuation de l'activité. On va continuer l'activité, on va continuer à la faire marcher. Pour continuer l'activité, on a besoin de continuer tous les contrats qui sont en cours et de contraindre les co-contractants à rester dans la barque avec nous. Et donc, les co-contractants, eux, ne peuvent pas exiger la résiliation. La contrepartie, c'est qu'on leur assurera de leur payer toutes les échéances postérieures au jugement d'ouverture. Si on maintient le contrat, on sera obligé de payer. À défaut, ils pourront demander dans ce cas-là la résiliation assez rapidement. Voilà. À très bientôt pour la deuxième vidéo qui sera l'autre vidéo sur la période d'observation. Tome 2, période d'observation. Bon courage!